Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. Je rappelle que le Bitcoin est le centre de toutes les crypto-monnaies. La plupart des crypto-monnaies qui n'ont même pas de prix en euros ou en dollars en ont un par délégation, puisque ces monnaies vont avoir un prix en Bitcoin, et comme le Bitcoin, lui, a un prix en euros, on peut connaître la valeur de cette crypto-monnaie via l'intermédiaire du Bitcoin. C'est donc un pilier essentiel au jour d'aujourd'hui. Dans le monde financier qui est l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies, le Bitcoin a une place certaine. Malgré tout, c'est bien plus que ça. Le Bitcoin a été la première crypto-monnaie, ça a été la base, ça a été la preuve que c'était possible de façon aussi transparente, décentralisée et aussi résiliente de créer un écosystème permettant à des particuliers d'échanger entre eux de la valeur sans devoir obligatoirement faire confiance à un tiers. Le Bitcoin existe maintenant depuis presque 12 ans. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il fonctionne étonnamment bien. Même si c'est une boule de neige qui a été lancée en 2008, l'uptime du Bitcoin est de 99,98%. C'est-à-dire environ 100 minutes de downtime, donc le réseau ne fonctionne pas environ 100 minutes par an. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut comparer ça à des technologies qu'on connaît aujourd'hui. Google, par exemple, a un downtime 2 fois plus gros. 200 minutes par an, c'est le downtime de Google, 2 fois supérieur à celui de Bitcoin. Et pour vous parler d'Amazon, ce serait 3 fois plus que le réseau Bitcoin. Pour vous dire à quel point c'est une bonne qualité de réseau et c'est une stabilité étonnante, surtout pour une technologie qui, même si elle a été légèrement améliorée et elle a évolué à travers le temps, part sur un mécanisme qui lui a été défini en 2008. Malgré tout, à plusieurs reprises, Bitcoin aurait pu mourir. 2 principales histoires, très peu connues, dont je vais vous parler aujourd'hui. Il en existe d'autres évidemment, mais il a fallu faire un choix et de toute façon, si cette vidéo vous plaît, j'en referai. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas simplement parlé de Bitcoin sur cette chaîne. La petite anecdote particulière, c'est que dans l'une de ces 2 situations, c'est Satoshi Nakamoto lui-même, le créateur de Bitcoin, qui est intervenu et qui a réglé le problème. Je vais donc vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je vais essayer de vous l'expliquer techniquement et d'imager et donc forcément vulgariser et perdre un peu de qualité d'information, mais pour que vous puissiez réellement comprendre comment Bitcoin a pu être aussi résilient et résistant depuis le début. On n'en parle pas suffisamment. On parle de sa valeur qui monte et qui descend, mais on en oublie les fondamentaux. La résilience technique et l'utilité réelle de ce réseau décentralisé. On commence tout de suite avec la première histoire. Alors je pense que c'est la plus critique. J'en ai entendu plusieurs, mais je pense vraiment que celle-là, c'est celle qui aurait pu arrêter tout simplement l'histoire du Bitcoin et tout simplement le détruire puisqu'on n'aurait plus du tout eu confiance au réseau. Le 15 août 2010, donc un peu moins de 2 ans après la création de Bitcoin, un utilisateur a réussi à faire une transaction et à en créer 185 milliards. Je pense que vous le savez, aujourd'hui il n'y a que 21 millions de bitcoins qui pourront être créés et il y en a à peu près 18 millions en circulation. Une personne qui pourrait créer 185 milliards de bitcoins ex nihilo, c'est une personne qui tuerait non seulement son prix, mais également toute la confiance du réseau puisque n'importe qui pourrait à ce moment-là créer lui-même des bitcoins et si on peut en créer en illimité, ça perd tout son sens et surtout toute sa valeur. Et c'est ainsi qu'au bloc 74 638, un utilisateur a profité d'un bug sur les vérifications du réseau Bitcoin pour faire valider une transaction normalement impossible et donc une transaction avec beaucoup plus de Bitcoin que l'intégralité des Bitcoins qui auraient dû être sur le réseau. Ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est comment il a fait. Avant même que la transaction arrive aux mineurs de crypto-monnaies qui vont réaliser l'étape du proof of work pour mettre à jour la fameuse blockchain, il y a une étape de prévalidation. C'est-à-dire que quand vous envoyez une transaction, n'importe qui peut d'ailleurs créer une transaction et dire bon ben de cette clé privée, je voudrais envoyer tant de Bitcoin. Ensuite, un nœud Bitcoin, donc un nœud du réseau Bitcoin, va recevoir cette information et va vérifier qu'elle soit valide. Est-ce qu'il y a bien toutes les informations? Est-ce qu'elle fait la bonne taille? Est-ce qu'il n'essaye pas d'envoyer un montant de Bitcoin négatif? Est-ce qu'il a bien les Bitcoins qu'il veut envoyer? Etc., etc. Et à la fin de toutes ces vérifications, il y a un go ou un no-go. C'est-à-dire, la transaction est bonne, on l'envoie pour l'étape de proof of work et on va la mettre dans un bloc dans la blockchain. Ou alors, il y a une erreur, il veut envoyer plus que ce qu'il a. Ou alors il va envoyer un montant négatif et à ce moment-là, la transaction n'est pas envoyée à l'étape de proof of work puisqu'elle n'est pas valide. Et bien c'est là-dessus qu'une personne a joué et a réussi, malgré les mauvaises informations dans la transaction, à la faire considérer dans cette première étape comme transaction valide. Et c'est ce que l'on a appelé le Value Overflow Incident. Et tout le sens de ce nom repose sur le mot overflow. C'est là que je vais essayer de rentrer un peu plus dans le technique et ensuite je vais vous donner une image pour faire comprendre à ceux qui ont été perdus dans la première explication. Imaginez par exemple une date, 2020, 06-30, la date d'aujourd'hui, année, mois, jour. On pourrait très bien considérer cette information numérique comme une date, 20-20-06-30. Pourtant c'est une suite de caractères.
Mais nous, on va l'interpréter une fois qu'on connaîtra la nomenclature. On sait que les 4 premiers, c'est l'année, les 2 d'après, c'est le mois et les 2 derniers sont le jour. Eh bien, c'est un peu comme ça qu'on communique et qu'on envoie des informations au nœud dans la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire que quand il y a une transaction qui est générée, le nœud, lui, va recevoir une suite de caractères. Et il sait très bien que les 34 premiers, c'est telle information. Les 16 d'après, c'est telle info. Il sait par exemple qu'après, il va y avoir une information qui peut aller de 4 à 8 caractères. Et que l'information d'après, ce sera de nouveau 34 caractères, par exemple. Et en fait, il y a dans cette ligne de caractères certaines valeurs qui peuvent être plus petites ou plus grandes. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la personne qui a abusé du réseau s'est rendu compte qu'en maximisant toutes les informations dans ce calcul, c'est-à-dire toutes les valeurs variables en les mettant au maximum, quand le nœud va faire sa validation, il peut y avoir ce que l'on appelle un débordement. Et c'est ce qui fait qu'en faisant déborder certaines valeurs, la transaction totale a été considérée comme valide alors qu'elle ne l'était pas. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez que le nœud de la blockchain Bitcoin considère comme une transaction valide une bouteille d'eau d'1 litre pleine. Par définition, dès qu'une transaction arrive, c'est une bouteille d'eau d'1 litre qui est pleine, on va utiliser cette bouteille pour remplir la seconde sur le nœud, et si la deuxième se remplit parfaitement et qu'il n'y a aucun problème, le nœud va dire la transaction est bonne, let's go, c'est parti, on y va. Eh bien, ce qui s'est passé lors de cette transaction, c'est que c'est comme si la transaction entrante représentait 2 bouteilles d'eau. Et donc, le nœud, lui, a essayé de prendre les 2 bouteilles d'eau pour essayer de voir si en gros la taille et le format étaient bien valides, si la transaction était bonne. Avec ces 2 bouteilles d'eau, il a rempli la première. La première est arrivée vite pleine. Forcément, si on essaye de mettre 2 litres dans une seule bouteille, ça déborde, il y en a partout. Mais à la fin de l'histoire, on a quand même une bouteille d'eau pleine à 100%. Certes, on en a mis partout à côté, mais c'est ça qu'elle a vérifié la blockchain. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un overflow. Il y a eu un débordement sur les informations. Malgré tout, à la fin, la valeur finale, input moins output, était légèrement négative et le nœud a considéré ça comme transaction valide. Et c'est ce qui fait que même si la transaction entrante n'était pas bonne, tous les check-ups pour valider la transaction d'un point de vue mathématique et algorithmique, on peut le dire, eh bien, étaient parfaits. Il y avait bien toutes les conditions pour que cette transaction soit valide. Et c'est comme ça que le nœud a envoyé une transaction qui n'était pas bonne, avec un montant de Bitcoin qui ne correspondait absolument pas au solde de l'utilisateur, puisqu'il n'y avait même pas autant de Bitcoin en circulation. Et c'est comme ça que cette grosse transaction a été envoyée dans le réseau et ça a créé 184 milliards de Bitcoin. Et malgré tout, la blockchain Bitcoin s'en est sortie. Comment? Eh bien, très simplement parce que la communauté a été réactive. Jeff Garzik, un utilisateur, s'est rendu compte de ce bloc anormal, pour ne pas dire totalement anormal. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le voir. Et il a posté cette publication sur Bitcoin Talk en disant il y a un problème. Pour la petite histoire, c'est Satoshi Nakamoto lui-même qui a réglé ce bug. Tout de suite après avoir été informé sur le forum qu'il y avait eu ce problème, il a travaillé sur la tâche et il a rajouté des vérifications supplémentaires. Un petit peu comme si on disait au nœud, ne regarde pas simplement s'il y a bien une bouteille d'1 litre pleine à la fin. Regarde également qu'il n'y ait pas eu d'eau à côté et qu'il n'y ait pas eu de débordement. Et seulement s'il n'y a pas eu de débordement, à ce moment-là, tu envoies la transaction à l'étape de Proof of Work. Et c'est ce qui a permis déjà de bloquer le réseau pour qu'il n'y ait plus d'autres personnes qui profitent de cette faille afin d'imprimer des bitcoins en quelque sorte. Mais ça ne suffisait pas, en effet, puisqu'il y avait déjà 184 milliards de bitcoins qui avaient été créés. C'est pourquoi Satoshi Nakamoto et Gavin Andresen, qui a bossé avec lui sur cette résolution de problème, ont également proposé un fork à la blockchain. Fork, je pense que vous connaissez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment, c'est quand on va dupliquer une blockchain, revenir un petit peu en arrière ou modifier un paramètre technique, en l'occurrence, lors de ce bug, revenir avant la transaction qui a créé 184 milliards de bitcoins et reprendre la chaîne à ce moment-là, mais avec le correctif ne permettant plus d'abuser de ce bug. Et c'est comme ça que la blockchain Bitcoin a repris de plus belle. Les validateurs, donc les mineurs, ont suivi et ont soutenu la plus grosse chaîne, c'est-à-dire la chaîne avec la correction. Et c'est la chaîne Bitcoin que nous connaissons et que nous utilisons aujourd'hui. 19 heures après la déclaration de l'incident, il était déjà totalement résolu et la nouvelle chaîne était fonctionnelle. C'était du ni vu ni connu. On va en venir à la fin de cette vidéo, mais c'est aussi ça qui fait la résilience de Bitcoin. Le fait que ce soit un système décentralisé et le fait que ces utilisateurs et la plupart des gens qui sécurisent ce réseau, qui peuvent le modifier, le structurer, le renforcer et en cas d'incident du genre qui vient d'un 0 day, c'est-à-dire un bug que personne n'avait détecté avant ça, peut être malgré tout résolu par la suite, corrigé et qu'on puisse reprendre le déroulement naturel de la blockchain malgré l'incident. Pour le petit clin d'œil, il y a beaucoup de gens qui disent que si cette personne aurait voulu être discrète, elle aurait créé 5 ou 10 bitcoins ou peut-être 100. Et qu'en créant 184 milliards de bitcoins, elle voulait elle-même
se faire prendre en quelque sorte, elle-même montrer qu'il y avait une faille dans le réseau afin que le réseau évolue et se fasse corriger. Si on n'avait pas trouvé de solution ou si on s'en était pas rendu compte assez tôt, les conséquences auraient pu être terribles. Et autant vous dire que s'il y avait 185 milliards de bitcoins en plus, et surtout si tout le monde pouvait en générer autant qu'il voulait, le bitcoin n'aurait tout simplement plus de valeur, plus d'utilité et on ne pourrait lui donner aucunement notre confiance. Cet incident prouve aussi quelque chose de très important pour le réseau bitcoin. On parle très souvent du réseau bitcoin en disant que c'est un algorithme ou un protocole, mais pas que. En effet, ce serait plutôt un androrythme. Quand je veux donner la différence de performance entre algorithme et androrythme, j'utilise souvent cette image. Vous connaissez sûrement un GPS d'une vieille voiture qui connaît tous les chemins et qui va vous dire comment aller d'un point A à un point B par le chemin le plus court. Vous connaissez aussi probablement aujourd'hui le GPS Waze qui a été racheté par Google. C'est pareil, c'est un GPS donc il connaît toutes les routes et il vous fait prendre le chemin le plus court. Mais ce n'est pas un algorithme, c'est un androrythme. C'est-à-dire que Waze a un avantage. Waze a des millions d'utilisateurs qui l'utilisent et qui le mettent à jour. C'est-à-dire que s'il y a un animal mort sur la route, un utilisateur va le dire, ça va informer tous les autres utilisateurs. Et s'il y a un embouteillage à un endroit A, ça va informer tous les autres utilisateurs en disant que cette route est bloquée, en disant qu'en moyenne il faut 1 heure pour traverser l'embouteillage et donc une autre route, comme une route de campagne par exemple, peut redevenir rentable à emprunter, même si elle est un peu plus longue et même si on roule un peu moins vite, parce que la première est totalement bouchée. Et c'est ce qui fait la différence entre un algorithme et un androrythme. L'algorithme peut être mathématiquement performant. L'androrythme sera, en plus d'être mathématiquement performant, humainement intelligent, puisque des millions de personnes, des millions de cerveaux, donc des êtres humains, vont mettre à jour ce réseau, vont lui donner des informations. Ici c'était bloqué, ici il y a un problème, ici il y a une pierre sur la route. Et c'est ce qui fait que c'est un GPS bien plus performant que le premier, parce qu'il ne connaît pas simplement le chemin le plus court, il connaît la situation actuelle et c'est donc quelle est la meilleure solution et le meilleur chemin pour aller du point A au point B. Et c'est pour ça que le Bitcoin est aussi résilient. Et si je voulais vous montrer cet exemple, c'était pour rappeler que la communauté de Bitcoin est l'une de ses grandes forces. Même quand il a eu un problème technique, et vous l'avez bien vu en 10 ans, c'est quelque chose de relativement rare malgré tout, surtout un problème de cette taille, eh bien la communauté, le côté andro de l'algorithme, a informé tout ça, a mis les bonnes personnes devant la bonne problématique et a pu permettre à cet algorithme d'être mis à jour, d'être renforcé avec des vérifications supplémentaires, permettant sans chambouler, on va dire, la façon dont fonctionne le Bitcoin et sans supprimer tout ce qu'il y a eu dans le passé non plus, puisqu'on a juste été modifié la petite erreur, de reprendre sur une base saine, de reprendre sur un réseau fiable, alors qu'un problème qui n'avait jamais vu le jour, c'est un bug qu'on a découvert, venait d'être exploité. Et c'est ça qui donne toute sa force. C'est ce qui fait que même si demain il y a un problème, à partir du moment où la communauté garde les mêmes valeurs et la communauté se bat pour avoir un Bitcoin qui représente autant de confiance et en réalité un réseau aussi solide, à ce moment-là, le Bitcoin continuera de perdurer comme on l'a connu maintenant et continuera d'incarner la décentralisation et la confiance comme on la connaît aujourd'hui. Et ça c'est important parce qu'on n'en parle pas suffisamment. On parle beaucoup des avantages techniques de la blockchain, mais c'est parce que les gens l'utilisent, c'est parce que les mineurs sont là pour le protéger et c'est parce que quand il y a un problème, le consensus fait qu'on trouve une solution qui arrange le plus grand nombre. Et c'est ça qui fait toute la différence. Le deuxième problème, pas tout aussi impressionnant techniquement, mais encore plus dans les valeurs de Bitcoin puisque ça prouve quelque chose de très important. Et on y vient tout de suite. Le second problème, c'est le jour où GH.io, une plateforme, une pool de minage, donc le logiciel qui est utilisé pour permettre aux mineurs de miner de la crypto-monnaie, a obtenu plus de 51% de la puissance de calcul du réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attaque 51, c'est l'attaque la plus meurtrière pour une blockchain en proof of work. Si une personne arrive à avoir 51% de la puissance de calcul d'un réseau, elle pourrait par exemple dépenser 2 fois le même Bitcoin. Et donc elle pourrait l'envoyer à quelqu'un d'autre, le même Bitcoin, et ça pourrait quand même fonctionner. Et à ce moment-là, autant vous dire qu'on peut dupliquer et multiplier les bitcoins qu'on a, et donc ça perd tout son sens encore une fois. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est globalement impossible d'avoir 51% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin. Même si Google, Amazon et un gouvernement se mettaient ensemble pour avoir un maximum de puissance, ils n'arriveraient probablement pas à avoir 51%. En plus de ça, c'est pas un ordinateur traditionnel. Aujourd'hui, on mine du Bitcoin, il faut des ordinateurs spécialisés pour miner du Bitcoin. Et donc, ça devient très très dur de récupérer la moitié de la valeur du réseau. Malgré tout, c'est arrivé une fois. Alors, c'est pas une personne qui détenait 51% du réseau Bitcoin. Déjà, on remonte dans le temps. Donc, c'est à une époque où il y avait beaucoup moins de puissance de calcul. Donc, avoir la moitié d'un petit nombre, c'est beaucoup plus facile que d'avoir la moitié aujourd'hui. Et c'est une pool de minage.
En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, il n'y a qu'un seul mineur de crypto-monnaie qui gagnait une récompense toutes les 10 minutes. À chaque fois qu'il y avait un nouveau bloc, il y avait un seul mineur qui récupérait des bitcoins et qui avait des récompenses pour son travail. Ça devenait compliqué. Quand il y avait 10 mineurs, au début, il y avait un gagnant toutes les 10 minutes. Donc au bout d'une ou deux semaines, tout le monde avait gagné à peu près autant. Aujourd'hui, avec des millions et des millions de mineurs, s'il n'y avait pas de pool de minage, vous pourriez miner toute votre vie et ne jamais gagner un seul bitcoin. Et à l'inverse de ça, votre voisin qui lui a beaucoup de chance pourrait en une seule journée valider 2 blocs et gagner énormément d'argent puisqu'il a gagné les récompenses de 2 blocs de transactions. Ce qui fait qu'on a fait des pools. Il y a des gens qui se sont dit, bon ben au lieu de gagner une fois tous les 1000 ans, eh bien on fait un gros groupe, on met plein de mineurs dedans, le groupe va être tellement gros qu'il y en a forcément un d'entre nous qui va gagner toutes les 10 minutes, et dès qu'il y a un gagnant, il partage ses résultats et il partage ses récompenses aux autres. Ce qui fait qu'on gagne beaucoup plus souvent, mais des montants beaucoup plus petits. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on mine du Bitcoin, on sait qu'avec tant de puissance, on gagne tant par jour. Alors qu'à l'époque, on parlait de chance. Si tu as de la chance, tu peux gagner tant. Si tu n'en as pas, eh bien autant, tu vas tout simplement pas valider de bloc et donc tu n'auras pas de récompense. Et donc, ils ont créé des pools de minage, des rassemblements de mineurs. Eh bien, la deuxième fois où le Bitcoin aurait pu être mis en danger, c'est quand cette pool, GH.io, a réussi à avoir 51% de la puissance de calcul. Et c'est là que c'est très intéressant humainement à analyser. Alors déjà, c'est pas dans l'intérêt de GH.io d'utiliser cette puissance pour générer, en gros, faire de la double dépense et générer des nouveaux bitcoins. En effet, et c'est ça le plus intéressant, même si quelqu'un arrivait aujourd'hui à avoir 51% de la puissance de calcul sur Bitcoin, ce ne serait pas dans son intérêt personnel de créer des nouveaux bitcoins. Le réseau reste transparent. Donc même si j'ai le pouvoir de dépenser 2 fois les mêmes bitcoins, les gens pourraient le voir. Et comme vous le savez, comme la blockchain est transparente, n'importe qui pourrait voir ça dirait, ben alors ok, si j'ai bien compris, il y a quelqu'un aujourd'hui qui arrive à créer des nouveaux bitcoins. Si quelqu'un arrive à créer des nouveaux bitcoins, c'est qu'il n'est pas sécurisé le bitcoin. Et donc, pourquoi je garderais une monnaie qui n'est pas sécurisée, une monnaie dont n'importe qui peut en imprimer autant qu'il veut? Et ce qui se passe à ce moment-là, oui, il y avait un petit clin d'œil dans la phrase que je viens de dire. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le Bitcoin s'effondrerait totalement, il perdrait toute sa valeur puisque tout le monde le vendrait, plus personne n'en voudrait. Et à ce moment-là, le géant qui avait 51% de la puissance de calcul du réseau, il se retrouve à être devenu le roi d'un empire qui ne vaut plus rien. Donc même si une personne arrive à 51% de la puissance, c'est dans son intérêt économique de revendre un petit peu et d'être en dessous des 50% pour dire en gros au reste du réseau, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas les moyens de mettre en danger et en péril le réseau. C'est ça qui est incroyable. Rendez-vous bien compte, il y a quelqu'un qui a réussi très loin dans la technologie, après Internet, sur la blockchain, à créer une solution qui, d'un point de vue mathématiquement, est normalement inviolable, mais qui, même si elle rencontre une faille et qu'une personne arrive à ces 51%, ce ne serait pas dans son intérêt personnel et économique d'abuser de ce pouvoir, parce qu'en faisant ça, elle montrerait que le réseau n'est pas fiable et elle le décrédibiliserait elle-même. Autant vous dire qu'une personne qui voudrait 51% de la puissance de calcul, c'est une personne qui est prête à dépenser des milliards et des milliards d'euros en matériel informatique. Si elle arrive à devenir majoritaire et donc abuser du réseau, tout le monde vendrait ses bitcoins, le réseau s'effondrerait, le bitcoin ne vaudrait plus rien et cette personne se retrouverait donc à avoir dépensé des milliards de dollars pour du matériel qui n'est plus rentable parce que le bitcoin ne vaut plus rien. Et donc on a réussi pour la première fois à être aussi loin dans la technologie mais aussi proche des valeurs humaines en se disant on va arrêter de penser que l'homme est bon, on va tout simplement faire en sorte que pour le plus méchant, pour le plus gros requin de l'écosystème et pour une personne qui arriverait à dominer le réseau, ce serait même pas dans son intérêt à elle d'en abuser. Et c'est ce qui s'est passé avec cette pool de minage, qui tout de suite a mis des mesures drastiques et a diminué son exposition sur la difficulté de minage et passé en dessous des 51% du réseau en expliquant que ça n'arrivera plus et en donnant une suite de différentes actions qui vont être mises en place pour que jamais plus cette pool puisse remonter à 51% de la puissance. Alors il y a plein de gens qui vont dire oui, mais quand une pool de minage elle a 51%, ça veut pas forcément dire qu'elle abuserait du réseau, c'est clair. Mais quelqu'un pourrait hacker la pool et abuser du réseau avec cette puissance. Malgré tout ça, la meilleure des réponses, c'est quand même de dire que ce n'est pas possible parce que personne n'est arrivé à ce montant-là. Et c'est pourquoi il n'y a plus personne qui est passé au-dessus des 51% depuis. Premièrement, car il y a de plus en plus de machines, donc c'est de plus en plus techniquement impossible à faire. Et deuxièmement, car ce n'est même pas dans l'intérêt de la personne qui pourrait acquérir cette puissance de calcul. Et c'est là qu'on peut un peu merger les deux conclusions de ces deux histoires. Parce que à deux moments, le Bitcoin aurait pu avoir une faille ou aurait pu arrêter tout simplement de fonctionner à cause d'un abus, parce qu'une personne avait les moyens de se créer des Bitcoins d'une manière ou d'une autre, et à chaque fois, ça a été du bon sens humain. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, les deux plus grosses mises en danger du réseau Bitcoin, il y en a peut-être d'autres qui sont comparables, mais dans ces deux histoires,
C'est même pas uniquement une solution technique qui a été trouvée. C'est surtout du bon sens. On est arrivé à un instant T, on a constaté qu'il y avait un problème ou que ça pouvait poser problème à l'avenir. Et c'est la communauté ou la personne concernée elle-même qui a dit, eh bien, on doit modifier ça, on doit changer ça, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait compromettre le réseau. Et c'est ça qui donne énormément de force au Bitcoin. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a eu très peu de failles, il a eu très peu de faiblesses. Et les peu de failles qui sont remontées à la surface ont été corrigées, ont été réglées ou ont été constatées par des membres de la communauté qui veulent le bien de ce réseau. Et ça, c'était à une époque où le réseau était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le réseau est bien plus gros. Il y a donc beaucoup plus de mineurs, beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus de personnes qui regardent les différents explorers de blockchain. Ce qui veut dire que s'il y avait un nouveau bug, il y a beaucoup plus de gens qui seraient à même de le voir et d'alerter tout le monde pour qu'on puisse le corriger. Et de la même façon, la blockchain vaut de plus en plus de fonds. Hacker la blockchain Bitcoin rapporterait de plus en plus d'argent. Plus il y a une grosse incentive économique, plus il y a de gens qui essayent nuit et jour de trouver des failles. Et indirectement, ce sont ces gens qui essayent de trouver des failles, qui peuvent d'une manière ou d'une autre soit en abuser, mais ce sera visible et on pourra le corriger, soit au contraire, en cherchant encore et encore, elle pourrait remonter les bugs qui pourraient être corrigés avant même que quelqu'un profite de cette situation. C'est ça en fait qui construit également la résilience d'un réseau. Et c'est ça qui fait que Bitcoin est autant une référence. C'est parce que ça va faire 10 ans, un peu plus de 10 ans même qu'il est amélioré, jour après jour, utilisé. Et il n'y a rien de mieux que l'expérience pour mûrir. Et clairement, le Bitcoin est la crypto-monnaie qui a de loin la plus grosse expérience du marché. Je voulais faire un petit clin d'œil à deux personnes. Une première qui a décidé de rester anonyme et qui m'a donné beaucoup d'explications pour que je puisse ne serait-ce que mieux appréhender moi-même ce qui s'était passé techniquement lors de l'incident d'Overflow. Et la deuxième personne, c'est Adli, un collègue qui a énormément documenté cette pool de minage qui a un jour passé les 51%. Sans ces deux personnes, j'aurais eu du mal à faire cette vidéo et je trouvais ça super intéressant de revenir un petit peu sur Bitcoin. Mine de rien, on s'éloigne de plus en plus de son histoire. On parle de sa valeur, on parle de ses volumes de transactions, on parle pas trop de techniquement comment ça se passe. Il y a des alternatives, il y a le Lightning Network, il y a des choses incroyables qui sont en train d'être faites et je pense que ça mérite un peu plus de temps. Et si vous pensez la même chose que moi, n'hésitez pas à me le dire et je ferai plus de vidéos sur cette problématique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais j'ai dit des bêtises et que vous le savez, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je ferai remonter vos informations pour toujours améliorer et implémenter les bonnes informations à mon contenu. Et sachez également que je suis sur le point de sortir un site internet. Alors il y a déjà hasher.com qui n'est pas à jour du tout. Je vais le remettre à jour parce que je me suis rendu compte avec les censures qu'il y a eu sur YouTube que en un clic, YouTube pouvait très bien décider que telle chaîne YouTube fermerait et que tel influenceur ne s'adresserait plus à sa communauté. J'ai évidemment Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, mais il y a beaucoup moins de gens sur les réseaux. Déjà sur YouTube, il n'y a même pas 60% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés. Alors imaginez si en plus de ça, il n'y a que 30 ou 40 000 personnes qui suivent la chaîne YouTube mais qui ne suivent pas les réseaux sociaux. Bref, pour décentraliser encore plus mon audience et être sûr de pouvoir m'adresser à chacun d'entre vous en cas de problème avec YouTube, je vais développer ce nouveau site internet qui va sortir très bientôt. Je vous en parlerai, il y aura quelques exclus dessus et il y aura surtout un moyen de communiquer entre nous, entre communautés, si jamais un jour YouTube décide de nous faire taire d'une manière ou d'une autre. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. Je compte sur votre abonnement et vous pouvez même me faire plaisir en activant les notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. C'était Asher, on se retrouve à très bientôt.